coup, on va dire les termes, c'est parti. Je pense que beaucoup, en toute honnêteté, mais c'est pas une blague, genre vraiment, ne comprennent pas le personnage de Dracul Mihawk. Et donc, je vais me permettre de vous l'expliquer. Dracul Mihawk, avant d'être un personnage, on va dire que c'est un objectif. Et c'est très important de le comprendre. Comme par exemple Goldie Roger, avant d'être un personnage, est un titre. Du coup, ça va être les objectifs des deux personnages principaux de l'œuvre. Goldie Roger va être l'objectif de Luffy. Parce que c'est un titre. Plus qu'un personnage, c'est un rôle, c'est un objectif. Et du coup, Luffy va vouloir devenir, non pas Goldie Roger, mais il va vouloir devenir le roi des pirates. Et au final, Roronoa Zoro ne va pas vouloir devenir Dracul Mihawk, il va vouloir devenir le plus grand épéiste du monde. Du coup, à ce moment-là, rabaisser le personnage de Dracul Mihawk revient indirectement à insulter Roronoa Zoro et son ambition. Parce que le but de Dracul Mihawk dans tout One Piece, c'est de représenter quelque chose de très important dans l'esprit shonen et neketsu, qui est l'inaccessibilité. Très important. Mihawk va donc avoir le rôle d'être en retrait. Il va avoir le rôle du mysticisme. Est-ce que vous auriez aimé voir Goldie Roger tout le long de One Piece? Est-ce que vous auriez aimé voir Goldie Roger échouer? Est-ce que Goldie Roger a une seule fois de toute sa vie perdu? Non, jamais. Et c'est le même cas pour Dracul Mihawk. C'est ça qui est très important. Il faut bien comprendre ça, c'est que Dracul Mihawk n'a jamais perdu de toute sa vie. Il ne perdra jamais. Il perdra une seule et unique fois, et ce sera contre Roronoa Zoro. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Et du coup, le comparer indirectement à des personnages qui sont à un rang bien plus bas que lui, par exemple le personnage de Vista qu'il a rencontré à Marineford, c'est faire le jeu d'Eiichiro Oda. Et je trouve ça assez émouvant de voir beaucoup de gens se tromper dessus, parce que c'est ce que veut l'auteur. L'auteur, il veut nous montrer un prédateur, il veut nous montrer un rapace haut dans le ciel qui n'a pas d'autre choix que de regarder les autres de haut. Et donc forcément, quand un grand épéiste, Vista, commandant de Barbe Blanche, vient s'opposer à lui, c'est pas le faucon qui est fier, c'est la rose qui est fière. Elle est contente de s'opposer, elle est contente d'être là, et du coup, elle se dit « Oh, je vais le défier, je vais me mesurer à quoi ? À l'inaccessibilité. » Et du coup, on voit dans ce combat, on voit dans l'écriture du maître que Dracul Mihawk, dans ce combat, ne va pas être intéressé. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de la fierté à affronter quelqu'un qui est beaucoup plus faible que soi. Du coup, il va regarder ailleurs. Et son regard perçant, le clairvoyant, œil de faucon, il va regarder Monkey D. Luffy. Il va regarder quelqu'un qui, au final, il le sait, est plus intéressant que lui. Il va pas regarder Vista, il va regarder ce jeune garçon qui court à côté et qui semble obtenir le plus puissant et dangereux pouvoir au monde, celui de rassembler les gens à sa cause, le monde entier à sa cause. Et Dracul Mihawk ne prête pas attention à celui qui l'affronte. Dracul Mihawk est juste là pour faire acte de présence et regarder ce qui l'intéresse. Dracul Mihawk, ce qu'il a toujours voulu, c'est seulement la tranquillité. Mais il est obligé, pour avoir la tranquillité, d'obtenir le rang de Shichibukai. Et le rang de Shichibukai l'oblige à répondre à des ordres. Ces ordres, ça va être ceux de venir à des réunions par la marégeoise et venir défendre le gouvernement, défendre la marine. C'est pour ça qu'ils sont payés, c'est pour ça qu'ils ont l'immunité politique. Du coup, Dracul Mihawk était obligé, il était obligé de venir sur Marineford. Il était obligé d'être présent, mais il n'était pas là pour se battre. Alors ouais, il y avait un deuxième empereur à Marineford. Mais lui, contrairement à Barbe Blanche, il était beaucoup plus discret. Il était là seulement pour regarder, pour observer, et du coup, comme Vista avec lui-même, se mesurer à quelqu'un de plus fort. Et c'est pour ça, il lance seulement une attaque. Il se demande, il se dit, mais qu'est-ce qui me sépare de ce mec, de cette légende? Donc on le sait tous, que Barbe Blanche n'avait pas d'égal. Barbe Blanche, il était au-dessus de tout le monde. Du coup, Dracul Mihawk, qui lui, au-dessus de tous les épéistes, se demande qu'est-ce qui vaut face à la légende. Et alors on remarquera un pattern, on remarquera un schéma chez Eiichiro Oda qui, pour son personnage qui est censé représenter l'inaccessibilité, le retrait, un être quasi divin dans le manga, un pattern de Dracul Mihawk qui va arriver, qui va faire une dinguerie et qui va partir. Que ce soit au Baratie, à Marineford ou même dans le film Stampede. Il arrive, il coupe le monde en deux et il s'en va.
pas plus. Du coup, on voyait déjà dans ce pattern-là une certaine volonté de l'auteur à créer une ambiguïté. Une ambiguïté, mais plus qu'une ambiguïté encore, j'ai l'impression que c'est un peu fort. Créer un mysticisme autour du personnage. Pour qu'on se dise, mais ah d'accord, lui c'est un Shichibukai marginal. C'est pas un Shichibukai lui. On se rend compte que dans la communauté, ça fait débat alors qu'il n'y a pas vraiment de débat. Parce qu'encore une fois, si à ce moment-là, on veut rabaisser le personnage de Dracul Mihawk et le mettre en dessous d'Empereur, et ben encore une fois, on insulte l'ambition de Zoro. Parce que ça sert à quoi de le faire à quoi ça sert scénaristiquement? À quoi ça sert dans le storytelling d'Eiichiro Oda et dans une œuvre shonen où on est censé seulement progresser dans une œuvre neketsu où il faut aller toujours de plus loin, plus en plus fort et surtout dans une saga finale où les empereurs règnent? À quoi ça sert de mettre Dracul Mihawk qui aurait juste un niveau Shichibukai après pourtant avoir fini l'arc des Shichibukai depuis Doflamingo? À quoi ça sert? Ça nous sert tout simplement à nous mettre un homme qui est une anomalie. Et ça qui est intéressant. Du coup, avec tout ça, on peut se rendre compte que Dracul Mihawk n'a rien à faire chez les Shichibukai, il a rien à faire non plus chez les empereurs. Et ça qui est intéressant en fait au final. Au final, c'est juste qu'il est différent. Il n'y a pas vraiment de débat, c'est juste qu'il est totalement... Il peut rivaliser avec les empereurs, comme le dernier chapitre, l'avant-dernier chapitre nous l'aura prouvé, avec à l'épée avec Shanks, et surtout avec lui qui a refusé même le titre d'empereur et sa prime. Donc du coup, voilà. Kitaro, tu peux parler. Non, moi je lisais un peu les commentaires et tout ça, mais après bon, je suis après d'accord sur ce que vous dites, parce que j'aime bien la vérité. De toute manière, Mihawk en fait, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que je crois que c'est juste une sorte de phénomène de mode de la communauté qui s'ennuie un peu de temps en temps, et c'est toujours drôle. En ce moment, la communauté, elle s'articule autour de vannes, de sessions pour se moquer, tout ça. Personne pense vraiment que Mihawk n'a pas le niveau empereur en fait. Genre personne ne le pense pour de vrai. Même ceux qui disent le contraire, c'est juste parce qu'ils veulent s'amuser à débattre, tout ça, et pour rendre la communauté très vivante. Tant mieux, mais en attendant, c'est un fait en fait, c'est comme ça, et c'est tant mieux en fait. De toute manière, il faut se demander qu'est-ce qu'on a envie de voir dans One Piece, hein, et où est-ce que le manga doit nous amener. Je pense que il faut être soit très jeune et ne pas avoir lu One Piece depuis le début, soit vraiment, et je pense que c'est 90% du cas pour la communauté, c'est juste en fait les gens ils aiment bien débattre en fait, parce que tout le monde le sait. Tout le monde le sait en fait que Mihawk, si vous voulez, il a le niveau d'un empereur entre guillemets, et puis encore une fois, les niveaux dans One Piece ça n'existe pas, et Shiroda il a pris le temps de créer des castes, mais qui sont très hétéroclites, c'est-à-dire que les Shichibukai, les empereurs, ils ont pas tous le même niveau entre eux, les amiraux n'ont pas le même niveau entre eux, etc. Donc je pense que très clairement, ce qui est important juste à noter là-dedans, c'est que la communauté c'est bien si elle reste vivante et tout, et c'est top. Ah mais grave, mais oui, hein. Personne se dit vraiment, oui, Mihawk il a le niveau Vista et tout, enfin c'est des gens qui font ça, c'est juste des gens qui veulent faire un peu d'humour quoi. Oui, voilà, voilà. Ou alors il faut vraiment ne pas avoir lu One Piece du tout en fait, ou pas connaître One Piece. En fait, ça me fait rire parce que quand on avait sorti la vidéo, on disait que Mihawk était niveau empereur il y a un peu moins d'un an là. Et ben, les gens ils nous disaient qu'à Marineford c'était pas possible, autrement, Barbe Blanche c'était un assaut suicidaire. Mais enfin, après, il faut juste apprendre à ouvrir les yeux et ouvrir les pages d'un manga, où quand Sengoku il dit que la marine a une supériorité numérique énorme sur Barbe Blanche. Mais au final, les termes sont dits en fait. Voilà, on remarque même que on a le même schéma avec Hancock. Après aussi, on remarquera aussi un truc, c'est que à dernière nouvelle, Barbe Blanche il a perdu, voilà. Non mais surtout que au final, Hancock là, on se remarque qu'elle a une prime de 1,6 milliard de berries, ce qui est monumental. En fait, je crois que vous vous rendez pas compte. Katakuri, vous vous rappelez de Katakuri, de Onishan, avec sa prime monumentale et tout, il avait seulement 1 milliard en fait. Donc, on se rend compte que du coup, Hancock, elle est monstrueuse. C'est une des femmes les plus fortes du monde, c'est la deuxième femme la plus forte du monde. Et pourtant, elle était à Marineford. Et pourtant, on remarque qu'elle aussi, elle ne prend pas parti, comme Mihawk. Et donc Eiichiro Oda, il est intelligent. C'est pour ça qu'il nous mettait des personnages qui au final n'en avaient rien à foutre. Vous vous rendez compte, Tito Flamingo, il avait éveillé son fruit, il avait fait une birdcage à Marineford et tout. Il faut bien comprendre que les Shichibukai, ils en ont rien à branler en fait. Donc oui, il y avait... Surtout que les Shichibukai, il faut rappeler que c'est vraiment des empereurs qui ont échoué quoi. Ils en ont rien à foutre, ils suivent personne, ils écoutent personne. Et Doflamingo, il était là juste pour s'amuser. Il donne son discours, il défonce Odd. Boa qui est juste là pour aider Luffy coûte que coûte. Mihawk qui est juste là pour se mesurer à Barbe Blanche et voir un peu la chose et tout. C'est tout en fait, ils sont juste là pour s'éclater. En fait, ils sont convoqués. Hancock, à dernière nouvelle, tout ce qu'elle a fait, c'est donner des coups de pied pour protéger Luffy. Et elle one-shot des pacifistas. Enfin, maintenant, le monde de One Piece, il a tellement évolué. Mais juste ce qu'elle a fait à la tête d'un pacifista, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est-à-dire que, genre, rappelez-vous, 2 ans plus tard, après l'entraînement absolument déchirant de Luffy et tout ça, il fait ce qu'a fait Hancock 2 ans avant lui. Au final, on se rend compte que du coup, oui, il y avait un autre niveau empereur en face de Barbe Blanche. Il y
élever Mihawk, et c'est tout, c'est comme ça, faut l'accepter. Ça qui rend encore le manga encore plus beau. Bon, Blanche, il connaît toute la géopolitique de One Piece bien avant que Mihawk soit né, donc est-ce qu'il en a rien à foutre que les Shichibukai soient là-bas, parce qu'il sait très bien que dans tous les cas, ils vont pas être sérieux. Aucun corsaire n'était sérieux à Marineford. Comprenez-le bien, c'est très important. Imaginez encore une fois si Mihawk avait fait sa dinguerie. Ça dépend du moment, par exemple, Moria quand il compte Jinbei et Moria sont sérieux. En soi, ils sont sérieux que quand ils s'affrontent quelqu'un de plus fort, mais sinon, on voit bien qu'ils s'amusent tous, ils sont pas là pour défendre leur place, ni pour défendre leur image ou quoi, ils s'en foutent total en fait. Et d'ailleurs, Mihawk il se casse vite, hein, je veux dire, voilà. Tout ça pour vous dire que c'est très important de constater ça et que ça rend encore, je trouve au final, les rapports de force ambigus des Shiroda encore plus intéressants.